Madame, Madame le gouverneur pour la gestion de crise en région de Bruxelles-Capitale, commandant, Monsieur le bourgmestre, Madame la secrétaire communale, chers membres de l'Académie royale de Belgique, Mesdames, Messieurs, chers amis du Mille Club, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et fonctions. Hier soir, vous le savez si vous étiez là, le Collège Belgique et l'Institut royal supérieur de défense ont inauguré ce cycle de conférences intitulé « La Belgique et l'Europe face au risque de conflit. Quelle stratégie pour la défense, stratégie d'avenir, bien entendu ». Et hier soir, vous l'aurez constaté, nous avons rassemblé un panel d'orateurs de très haute qualité avec une très large audience qui a vraiment fait le succès de cet événement au croisement des milieux civils, des milieux militaires et académiques. Et vous avez vu combien nous avons été honorés par la présence de nos militaires. Ce soir, nous nous réunissons à l'occasion de la deuxième rencontre de ce cycle et nous ne pouvons que nous réjouir de voir une nouvelle fois une assistance très nombreuse pour participer à cette session qui a ce soir pour thème spécifique « Crise et sécurité, quel rôle pour le citoyen ?» En effet, on remarque depuis quelques années que la gestion de crise et la gestion des risques se trouvent au cœur des priorités fixées par les politiques publiques. De nouvelles pratiques se mettent en place pour affronter les crises en impliquant un large éventail de compétences et de ressources, et y compris en faisant appel à la population dans l'adoption de réflexes et dans la sensibilisation aux différents risques. Ce que l'on appelle désormais cette nouvelle citoyenneté stratégique et active remet en avant le rôle civique de chaque citoyen et de chaque citoyenne, non plus seulement comme celui de membres d'une communauté politique, jouissant de droits civils et politiques garantis, mais aussi comme étant sujet de devoirs envers ce que nous allons appeler ce soir la cité et envers la communauté, commun par un partage de responsabilités et d'initiatives qui peuvent contribuer à la sécurité de toutes et de tous. Il était donc tout à fait naturel de consacrer une séance entière à cette question fondamentale en encourageant la création de liens entre la défense, le milieu académique et le milieu de la société civile. Alors le dialogue de ce soir réunit une nouvelle fois deux personnalités très expérimentées et actives aussi dans ce domaine. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter Madame Sophie Lavaux, qui est directrice générale de SAFE Bruxelles et qui est le gouverneur pour la gestion de crise en région de Bruxelles-Capitale. Fonction nouvellement créée, vous le savez, à Bruxelles et qu'elle occupe depuis 2021. En cette qualité, elle exerce les compétences en matière de gestion de crise et de planification d'urgence telles que celles-ci sont dévolues aux gouverneurs des provinces du Royaume. Madame Lavaux est détentrice d'un master en criminologie de l'Université libre de Bruxelles. Elle est détentrice d'un master en management des administrations publiques de l'École de commerce Solvay. Elle est aussi détentrice d'un master en politiques européennes de l'Université catholique de Louvain, et puis un certificat en radicalisme et terrorisme de l'Université de Liège, ainsi qu'un post-graduat en gestion de crise de l'Université d'Anvers. C'est un remarquable parcours académique. Alors, elle a commencé son parcours professionnel comme analyste politique dans les services de renseignement belges pour occuper ensuite la plus grande partie de sa carrière dans le cadre du Centre de crise nationale, notamment via la fonction de directeur opérationnel jusqu'en 2021 où elle était alors responsable de la coordination des services de sécurité et de secours, singulièrement lorsqu'il y avait des crises et des catastrophes touchant la Belgique, mais aussi en sorte de coordonner toutes les mesures de sécurité des sommets européens internationaux, sommets nombreux, vous le savez, en Belgique, et singulièrement lors de la visite des chefs d'État.
Madame le gouverneur, c'est un très grand honneur pour l'Académie de vous recevoir ce soir et nous vous remercions d'avoir accepté de participer aux travaux de ce cycle qui marquera l'histoire de notre programmation, et ceci en plus dans un agenda très chargé pour le moment. Nous avons aussi l'immense honneur de recevoir parmi nous, mesdames, messieurs, ce soir, le capitaine de vaisseau Kurt Egelen, qui est actuellement directeur du Centre d'études et de sécurité et défense, le CESD, qui est un partenaire d'organisation de ce cycle de conférences et commandant, permettez-moi une nouvelle fois de vous dire encore publiquement, d'une part tout mon respect, mais aussi tous mes remerciements pour votre investissement. Le commandant est officier de marine belge, qui a donc une expérience à la fois militaire, mais aussi une expérience industrielle et académique, et singulièrement en matière de politique internationale et en études de conflits. Il a été, au cours de ses dernières affectations, officier d'état-major, chargé de la sécurité coopérative et de la gestion de crise à la représentation belge auprès de l'OTAN de 2015 à 2018. Il a été chef de la section Union européenne au département de stratégie de l'état-major de la défense de 2018 à 2020. Il a été délégué belge au groupe politico-militaire du Conseil de l'Union européenne de 2020 à 2022 et conseiller militaire de l'ambassadeur de Belgique au comité politique et sécurité de 2022 à 2024. C'est dire l'expertise de notre orateur de ce soir. Et ces domaines d'expertise principaux sont évidemment nombreux, mais je me permets de citer ce soir les questions relatives à l'Europe de l'Est, en particulier la politique étrangère et notamment des études extrêmement pointues sur la doctrine de guerre des Russes, mais aussi des compétences en matière de la région arctique, des politiques de sécurité et de défense de l'Union européenne et des relations entre l'Union et l'OTAN, avec, bien entendu, l'analyse de la prospective stratégique. Et je mentionne, mesdames, messieurs, ce soir, comme nos travaux sont enregistrés, que notre orateur s'exprimera à titre personnel et que donc ses propos n'engageront pas la défense. Commandant, vous savez combien nous sommes heureux de voir se concrétiser ce projet que nous préparons ensemble depuis plus d'un an, et permettez-moi donc encore de vous remercier, ainsi que l'ensemble des autorités de l'Institut Royal Supérieur de Défense, pour votre confiance et votre collaboration. Alors nous allons donc d'abord écouter le commandant, puis nous écouterons Madame le gouverneur, et puis après nous aurons l'occasion d'avoir un débat entre nos deux orateurs d'abord, et puis par après un débat avec la salle, pour terminer comme d'habitude aux alentours de 19h. Et nous avons la chance d'avoir pour modérateur de ce débat et de cette rencontre, c'est donc lui qui organisera la première discussion entre les orateurs de ce soir. Nous avons donc la chance d'avoir parmi nous le docteur Nicolas Solonakis, qui est titulaire d'une thèse en histoire économique de l'Université de Gand et qui est instructeur à la Défense. Alors, Nicolas Solonakis est aussi maître de conférence à l'Université catholique de Louvain en études européennes et je le remercie infiniment pour l'excellent débat qu'il a préparé et auquel vous allez assister ce soir. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous souhaite une très très bonne conférence, une excellente soirée, et je donne donc d'emblée la parole au commandant pour la première partie de cette soirée. La parole est à vous. Merci infiniment. Merci, professeur, Madame la gouverneure pour la gestion des crises de la région Bruxelles-Capitale, Monsieur le bourgmestre, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, c'est un immense plaisir pour moi de pouvoir vous adresser la parole ici dans le cadre prestigieux de l'Académie royale de Belgique. Et comme le professeur l'a dit, en tant que militaire, puisque je suis en uniforme ce soir, il était important de préciser que ce que je vais vous dire ce soir est le résultat de mes travaux de recherche et donc n'est pas la doctrine, ni la politique, ni de la défense, ni du gouvernement.
Alors, je vais commencer par cadrer un petit peu. Pendant longtemps, et quand je dis longtemps, je pense qu'il faut remonter même avant la fin de la guerre froide, on a eu cette idée en Europe que la guerre ne reviendrait pas sur le continent européen. Donc en fait, on disait des pays démocratiques ne règlent pas leurs conflits par des guerres. On règle ça par le droit international, par les négociations, par la diplomatie, mais on ne va pas régler en Europe des conflits avec des guerres. À tel point que beaucoup de personnes ont pensé que l'OTAN n'allait plus avoir ce rôle à jouer de défense collective. Et je suis sûr que vous mettrez suffisamment la langue de Shakespeare pour comprendre qu'on disait de l'OTAN « out of area or out of business ». Soit vous sortez de la zone où vous avez toujours opéré, c'est-à-dire la défense collective européenne, soit il n'y aura plus de business pour vous et vous n'avez plus de raison d'être. Et c'est un discours qu'on a entendu à de maintes reprises, et donc ça veut dire que quelque part il y avait aussi cette idée intrinsèque que les conflits, c'est quelque chose qui se passait en dehors de l'environnement européen, et que donc nos forces armées, lorsqu'elles interviendraient, elles interviendraient en dehors de notre propre zone, et pour ça, il fallait des moyens plus légers, transportables, qu'on puisse facilement amener sur des longues distances, mais surtout, le genre d'adversaire que nous allions rencontrer n'était pas des États ou des armées, c'était des groupes armés, c'était des groupes de terroristes sur lesquels nous avions un avantage technologique et capacitaire, et que donc en fait il fallait plutôt s'orienter vers des moyens de haute technologie, facilement transportables, qui seront opérés par des militaires professionnels formés sur ce genre d'équipements et qui, de toute façon, vont être déployés pendant quelques mois et qu'après ça, il y aura des rotations, d'autres iront les remplacer. Et donc, on est parti sur ce modèle-là. Alors, le modèle de la guerre territoriale en Europe pour se défendre, c'est quelque chose qui était sorti de notre modèle mental collectif et qui arrangeait d'ailleurs très bien notre classe politique, qui y voyait l'opportunité de ne plus devoir dépenser les sommes astronomiques pour la défense. Alors je vais quand même vous citer quelques chiffres. À l'époque de la guerre froide, vous vous souvenez de la doctrine Harmel, qui était secrétaire général de l'OTAN pendant la guerre froide, un Belge. Et c'est même lui qui avait ouvert un petit peu la porte pour discuter avec la Russie. Et qui disait, il faut être ferme, et il faut montrer qu'on est capable de se défendre, mais il faut aussi parler avec eux. J'aurai l'occasion de dire tout à l'heure, et dans les questions-réponses certainement, pourquoi aujourd'hui, après les 30 années d'études que j'ai consacrées au sujet, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que quand on disait qu'il faut une certaine ouverture, ben oui, mais à l'époque, la part du produit intérieur brut de la Belgique consacrée à la défense était de 4,2%. À l'époque d'Harmel, on consacrait 4,2% de notre produit intérieur brut à la défense. Alors, quand on a une défense crédible, ben ça marche. Quand on a quand on a les moyens et quand on a une dissuasion crédible, eh bien on est dans une position où on peut envisager de parler. J'aime bien regarder un petit peu en arrière. Moi, je suis un produit de cette dissuasion crédible. J'ai grandi en Allemagne, mon père était militaire aussi. Et à l'époque, il y avait la ligne de contact avec le pacte de Varsovie qui séparait les deux Allemagnes. Et la Belgique défendait 200 km
de cette ligne de contact. Donc nous avions, sur la profondeur de l'Allemagne fédérale à l'époque, nous avons 200 km de cette frontière qui était défendue par la Belgique. Est-ce que quelqu'un se souvient combien de militaires belges nous avions en Allemagne pour défendre ces 200 km? 100 000. Nous avions un corps d'armée, le premier corps belge en Allemagne, c'était 100 000 hommes. C'était 100 000 hommes. Aujourd'hui, nous sommes dans un ordre de grandeur d'à peu près 30 000, et certains pensent qu'il est tout à fait impensable qu'on va monter à 40-45 000 hommes. Nous étions à 100 000. Nous étions à 100 000 en plus pour un territoire qui se trouvait à 200 km de chez nous, c'est-à-dire où les lignes d'approvisionnement étaient quasi directes. On rigolait de temps en temps, on disait les militaires néerlandais, belges et danois, ils rentraient chez eux le week-end. Oui, c'était des histoires qui se racontaient. Eh bien, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, ce cadre mental de cette guerre qui se fait en dehors de l'Europe, eh bien, ce cadre mental, il ne tient plus. Non seulement il ne tient plus, mais on ne va pas revenir à la normale dans les années ou dans les décennies qui vont venir. Depuis l'invasion massive de la Russie, l'environnement stratégique européen a basculé. Et ce basculement n'est pas un épisode, mais c'est un changement durable. On ne va pas revenir au statu quo ante. Donc ce n'est pas quelque chose qui est temporaire, où on va s'adapter un petit peu le temps que ça passe. C'est quelque chose qu'on va devoir construire pour les années et pour les décennies qui viennent. Et même si demain la guerre en Ukraine s'arrête, je ne le pense pas. Je ne vois aucun signe aujourd'hui qu'on puisse envisager une fin de la guerre, même pas avec une négociation de paix, mais même pas non plus un scénario à la coréenne, avec une cessation des hostilités mais sans traité de paix. Cette guerre, elle va continuer. Mais même si elle s'arrêtait, eh bien, en fait, la situation qui a été créée induit que le danger pour nous va rester. Il va rester, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Russie, elle, est vraiment dans une logique d'industrie de guerre. Elle produit 4 fois plus de munitions d'artillerie que tous les pays de l'Union, tous les pays européens de l'OTAN réunis. J'y reviendrai plus tard. Pourquoi? Les munitions et les productions de masse sont importantes. Donc même si demain cette guerre s'arrête, la vitesse à laquelle l'industrie russe est en train de reconditionner, de se refaire, eh bien, nous fait penser, et les estimations des experts varient, celles que je pense être les mieux documentées sont les analyses allemandes, des services de renseignement allemands, qui estiment entre 3 et 4 ans le temps pour que la Russie revienne à un niveau de puissance militaire qu'elle avait au 24 février 2022, donc avant la seconde phase de l'invasion de l'Ukraine. Et puis ils ont subi beaucoup de pertes humaines, oui, mais les Russes, ça ne réfléchit pas de la même manière que nous. Et même s'ils ont aujourd'hui, les derniers chiffres que j'ai entendus sont d'1 300 000, avec un taux de mortalité de 60%. Donc de ces 1 300 000, 60% seraient des morts et 40%, c'était 62 en fait, et 38% sont en fait des militaires qui sont hors de combat. Donc
même s'ils ont subi beaucoup de pertes, ils sont capables de régénérer les masses. Et à la différence de chez nous, en Russie, ils n'ont pas besoin de plusieurs semaines pour former des nouveaux militaires. Ils comptent sur la masse. 1000 morts par jour du côté russe. Mais ils sont toujours là et ils continuent toujours à attaquer. Ça fait 4 ans que j'entends dire des gens, mais attendez, au rythme où ils vont, bon, ils peuvent encore tenir quelques semaines, au mieux quelques mois, mais ça fait 4 ans que j'entends ça. Et en fait, ils sont toujours là et ils continuent à recruter des gens. Ce soir, je vais aborder 3 sujets avec vous. L'évolution du contexte sécuritaire et la transformation de la guerre, l'adaptation nécessaire de notre logique de défense, et puis je vais parler aussi de l'interaction entre la société et donc les citoyens et les forces armées. Et je vous rassure tout de suite, mon intention n'est pas de militariser la société. Donc je ne veux pas que demain tout le monde porte un uniforme et soit militaire, mais je veux que vous compreniez à la fin de l'exposé que la défense est devenue un système de défense qui inclut la société et qui ne pourra d'ailleurs tenir que si les citoyens comprennent qu'ils doivent s'y intégrer. Regardez en Ukraine ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que l'armée ukrainienne tient ? Mais parce qu'il y a toute une société qui s'est mise, qui volontairement, de sa propre initiative, est allée soutenir les forces armées de leur pays. Donc je disais, on n'a plus la perspective d'un retour à la normale, et ça veut dire aussi que notre modèle de défense et de dissuasion tel qu'il a existé, il est en train de s'éroder. Donc aujourd'hui, les militaires hautement spécialisés qui travaillent avec des armes de très haute technologie, eh bien c'est un modèle qui est en train qui va devoir faire place à un autre modèle. Et je dirais qu'à la défense, on a un petit peu plus l'habitude que les autres de changer. Donc, puisque nous devons de toute façon toujours nous adapter à un nouveau changement, mais dans la société, les gens sont généralement réticents au changement. Les gens n'aiment pas le changement et y résistent, et souvent ils vont vous expliquer pourquoi le changement n'est pas possible. Mais ici, de toute façon, moi je vous dis, on n'aura pas le choix. Donc la guerre a changé. Aujourd'hui, la guerre telle que nos parents ou nos grands-parents l'ont connue, elle revient en Ukraine pour une partie, mais une autre partie de la guerre, c'est une guerre beaucoup plus insidieuse, qui est plus difficile à voir et qu'on a parfois difficile à appeler une guerre. On utilise des moyens non militaires. Alors on pourra dire que ces moyens ont toujours été utilisés dans les conflits, que ce n'est pas la première fois, mais la différence aujourd'hui, c'est que ces nouveaux vecteurs qu'on utilise comme armes dans ces conflits non militaires sont eux-mêmes issus de l'innovation technologique, et donc nous n'avons pas encore eu le temps d'intégrer la compréhension de ces armes dans nos doctrines de défense. Alors on parle concrètement de quoi ? On parle de sabotage. On parle de sabotage de nos infrastructures critiques, de nos infrastructures. Vous vous souvenez il y a quelques années, il y a eu une coupure de courant à Bruxelles qui a perduré jusque le lendemain matin, 11 heures ou midi, et où toutes les heures, la radio expliquait où on en était dans la compréhension de cette panne de courant. Autant dire à notre ennemi tout de suite, il peut écouter ce qu'on lui raconte, combien de temps on va avoir besoin pour réparer un dommage qu'il nous aurait fait subir en coupant ou en sabotant une cabine à haute tension. Donc en fait, là aussi, ce sont des choses que nous allons devoir apprendre. C'est que dans notre communication, on a l'impression aujourd'hui que le citoyen a le droit de tout savoir.
Et donc on communique, on va vous communiquer. Mais les militaires, ils n'aiment pas ça. Les militaires, ils n'aiment pas ça. Nous, on fonctionne avec le droit de savoir, oui, mais le besoin de savoir. Est-ce que ça vous aide, franchement, qu'on vous dise où on en est dans l'enquête et que ce ne sera pas encore dans les 2-3 heures qui viennent que vous allez avoir de l'électricité? Ben moi, je vous dis, fondamentalement, ça ne changera pas le moment où vous allez de nouveau avoir de l'électricité. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de communiquer là-dessus? Petite question que je pose aux demeurants. D'autres attaques que nous subissons, ce sont des cyberattaques qui touchent nos services publics, les aéroports, les hôpitaux. Et on a aussi des recours à des sous-traitants terroristes ou des malfaiteurs via ce qu'on appelle le dark web, c'est-à-dire l'Internet, mais l'Internet obscur. Et donc on recrute des gens contre paiement pour faire des actions pour compte d'États qui veulent nous affaiblir. Donc tout ça, ce sont des réalités d'aujourd'hui. Et puis je vous parlerai aussi de quelque chose d'encore plus insidieux que ça, c'est l'usage coordonné de moyens informationnels pour fragiliser nos démocraties, influencer les perceptions de nos sociétés et pour susciter des réactions des citoyens contre les institutions. Ça, j'y reviendrai plus tard. Et ça m'amène à une première conclusion, et là je vais en choquer certains, mais je vais vous dire la chose comme je la pense, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, que ça nous plaise ou non, et même si le mot choque, pourquoi est-ce qu'il choque? C'est parce que nous avons pris l'habitude de définir la guerre d'une manière rassurante, avec une définition juridique. On est en guerre. Quand? On sera en guerre quand le gouvernement sera allé devant le Parlement et qu'on aura décidé qu'on est en état de guerre. Eh bien non. Moi je vous dis, aujourd'hui, la réalité est différente. La guerre moderne ne commence pas par des grands titres dans un journal. La guerre moderne, elle est insidieuse, elle s'installe dans notre quotidien. Les actions sont ambiguës, elles sont difficiles à attribuer et elles restent sous le seuil des attaques militaires telles qu'on les définit dans nos traités ou dans la Charte des Nations Unies. Et nous, on est très légaliste, on aime bien l'état de droit, on aime bien les règles. Donc, quand va y avoir une attaque, on va dire oui, mais bon, nous avons des traités qui décident de ce qu'est une attaque. Et donc, au niveau de l'OTAN, est-ce qu'on peut décider que c'est l'article 5 et que cette attaque peut amener à l'utilisation de l'article 5? Ou est-ce que, si vous regardez le chapitre 7 donc de la Charte des Nations Unies, et si vous regardez l'article 51, est-ce qu'on peut dire que nous faisons l'objet d'une attaque armée? Et notre adversaire, ou notre ennemi, comme on l'appelle quand on est militaire, il profite de ça. Mais alors, le pas suivant, c'est d'étudier les doctrines de guerre de notre ennemi. Regardez comment lui-même définit la guerre. Alors j'aime bien une image, je dis toujours, il ne faut pas être deux pour danser le tango quand on parle de guerre. Donc ce n'est pas comme le tango où on dit il faut être à deux pour danser le tango, et bien la guerre ce n'est pas comme ça. Si votre ennemi, dans sa doctrine de guerre à lui, a décidé des armes qu'il va utiliser et dans quelle phase il va les utiliser, et que vous vous rendez compte à un certain moment que certaines de ces armes qu'il a lui-même décrites sont en train d'être utilisées contre vous, eh bien à ce moment-là, vous êtes en guerre. Que ça vous plaise ou non. Mais c'est quelque chose que nous n'aimons pas entendre et que les politiciens n'aiment pas non plus dire à leur population. Alors, je saluerai quand même certains politiciens qui, lorsqu'ils étaient avec moi sur le plateau de QR le débat à l'RTBF, ont osé dire, à une heure de grande antenne, nous sommes en guerre. Mais c'était la première fois, et c'était l'année passée que j'entendais un mandataire politique admettre que nous sommes en guerre.
Et maintenant, ça m'amène un petit peu à ce que je considère la façon la plus insidieuse pour nos ennemis et nos adversaires de mener la guerre contre nous. C'est une guerre qui ne vise pas nos infrastructures, c'est une guerre qui vise nos cerveaux, qui s'attaque à la manière dont nous percevons les choses, les réalités que nous percevons. C'est la guerre cognitive, et la guerre cognitive, elle est insidieuse parce qu'elle se fonde dans notre propre débat démocratique. Et là, je sais qu'en tant que militaire, je dois faire très attention parce qu'on soupçonne souvent les militaires ils ne devraient pas parler de ces trucs-là, ce n'est pas leur boulot de faire de la politique, ils doivent s'en tenir à leur... Mais aujourd'hui, cette guerre cognitive et cette guerre informationnelle, elle est utilisée par notre ennemi comme une arme. Et en tant que tel, j'ai la responsabilité, en tant que militaire, de me défendre contre les ennemis, de connaître ses armes et de savoir comment je vais pouvoir défendre la population contre les attaques. La guerre cognitive, elle instrumentalise la psychologie sociale de la société et elle va travailler sur les perceptions à la fois individuelles et sociétales de certaines réalités. Et son objectif à long terme, c'est de miner la confiance de certains groupes de citoyens envers leurs institutions ou d'influencer le débat public sur des sujets sensibles. Alors souvent, ces sujets ne sont pas directement liés au conflit ou à la guerre ou à l'opposition entre la Russie et nous, mais ils vont chercher des sujets qui sont sensibles au sein de nos sociétés et ils vont, via les réseaux sociaux et via des campagnes d'information, polariser le débat de manière à ce que se créent des oppositions entre des groupes de citoyens. Et puis, ils vont essayer de monter la tension jusqu'au moment où cette tension vient à l'attention des autorités, et puis ils vont constater l'incapacité des autorités à gérer les problèmes. Et ils vont le dire. Ils vont dire, mais vous voyez bien, j'étais sur le plateau du QR de débat, et puis ils avaient interviewé l'ambassadeur de Russie qui me dit, mais regardez les budgets qui sont consacrés par la Russie et par l'Union européenne, et pendant ce temps, vous avez des problèmes pour financer vos prestations sociales, et vous allez devoir travailler plus longtemps parce qu'on a besoin de l'argent. Tout ça pourquoi ? Pour augmenter encore un petit peu le budget alors que vous dépensez déjà 3 fois plus que nous. Eh bien, je peux vous dire que ce genre de déclaration, ça trouve un écho dans notre société politique et va amener certaines personnes à intervenir dans le débat public et dans le débat démocratique en se référant à ce genre de déclaration. Donc il n'a pas eu de chance parce que j'étais sur le plateau et j'ai expliqué que quand on applique la correction de la parité du pouvoir d'achat entre ce qui est dépensé en Russie et chez nous, pour qu'on dépense au même niveau que chez eux, il faudrait que nous dépensions 3,6 fois plus que eux, parce que forcément nous payons notre main-d'œuvre dans les usines beaucoup plus cher que chez eux. Donc, mais c'est ce genre de déclaration qui vit dans le monde politique et qui va à un certain moment amener certains groupes de citoyens à penser que les institutions ne fonctionnent pas et qu'il faut changer, que notre système démocratique d'ailleurs ne fonctionne plus du tout et qu'il vaudrait peut-être mieux changer vers quelque chose qui fonctionne mieux. Et une partie importante de cette guerre de nouvelle génération, comme les Russes l'appellent eux-mêmes, eh bien, une réaction à ça doit passer par une conscientisation des citoyens de cette réalité. Il faut que la société se rende compte de ce qui est en train de lui arriver et de la manière dont elle peut s'en défendre.
Et donc, quand une société est exposée à des messages subversifs, et c'est vraiment bien ciblé, hein, ils font ça exactement à des moments clés, ça peut être juste avant une échéance électorale, ou à un moment où il y a des manifestations contre un certain sujet. Et bien, là, je dois déclarer forfait en tant que militaire. Parce que, à part aujourd'hui être devant vous et dire que j'ai étudié le sujet et que je vous en fais part, mais ce n'est pas les militaires qui vont, avec leurs armes, pouvoir contrer ce genre d'attaque. Et c'est là que je viens à l'idée de la participation du citoyen à la défense contre ce nouveau type de guerre et contre ce nouveau type d'armes. Et puis j'en conclus donc que la défense, avec un petit d, n'est plus seulement le travail pour la défense avec un grand D. Et que nous allons devoir réfléchir à quelle manière on implique la société, et donc les citoyens, dans la défense du pays, qu'il faut étendre donc au concept de résilience. La résilience, c'est quoi? Ça veut dire que tous les acteurs concernés, la défense évidemment, mais les autorités au niveau fédéral, au niveau des régions, au niveau des communautés, pas que des régions, hein. Les régions elles sont responsables pour le territoire, mais par exemple les communautés sont responsables pour l'enseignement et donc pour amener nos futures générations à comprendre ce qui est en train d'arriver avec notre société. Donc ça veut dire que tous ces niveaux de pouvoir doivent pouvoir travailler. En gestion de crise, on a les provinces. Mais il faut que tous ces gens-là puissent travailler ensemble pour arriver à une approche cohérente de la défense, non seulement de notre territoire, mais de nos institutions et de notre société. La question n'est plus de comment transformer le pays ou bien comment transformer chaque citoyen en soldat. La question est de comment transformer le pays et sa société en système de défense qui est capable d'encaisser des attaques, de maintenir les fonctions vitales du pays et de reconstruire les infrastructures et la société. Et en Belgique, une architecture de plan est en cours d'élaboration. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'au niveau de notre gouvernement et au niveau de nos institutions, on a compris qu'on doit se doter d'un plan. Et ce n'est pas un plan, ce sont en fait 3 plans. Tout d'abord, on a un plan national de défense. Là, on regarde vraiment ce que la défense, donc les militaires, font pour assurer l'intégrité territoriale et la protection de nos infrastructures critiques pour continuer à faire fonctionner le pays. Et pour pouvoir faire ça, pour pouvoir défendre le territoire de la Belgique, même si on ne fait que 30 000 km², eh bien ce n'est pas avec 30 000 militaires que vous allez le faire. Et d'ailleurs, il est fort probable que ces militaires, en grande partie, seront déjà en train de se battre quelque part à l'est, dans les pays baltes, ou en Pologne, ou en Finlande, ou en Roumanie. Et donc, ça veut dire que pour assurer cette défense territoriale, eh bien, il va nous falloir des militaires, qu'on appelle des militaires de réserve. Je n'aime pas le terme militaire de réserve. Moi, je préfère parler de militaires à temps partiel, parce que la réserve, c'est un petit peu une idée de... C'est quelque chose qu'on garde sous le coude pour les moments où ça va vraiment mal. Eh bien, on n'en est pas là. Aujourd'hui, la réserve, c'est quelque chose qui fait partie intégrante au jour le jour du modèle de la défense. Donc, nous avons ce plan national de défense et qui existe déjà dans plusieurs autres pays également, j'y reviendrai. Nous avons aussi un plan national de support capacitaire, c'est ce qu'on appelle en anglais l'enablement. Et là, de quoi s'agit-il? Il s'agit, en tant que pays, de pouvoir
fournir les moyens aux militaires de faire leur travail. Alors, ce n'est pas seulement les militaires belges, ce sont aussi les militaires, nos alliés, qui vont venir nous aider, qu'on doit pouvoir débarquer dans les ports de Zeebrugge, dans les ports d'Anvers. Il va falloir les loger, il va falloir leur permettre de mettre à niveau leur équipement, et puis il va falloir leur donner les moyens de transport pour aller à l'endroit où ils doivent effectuer leur mission, par rail, par bateau, par air. Donc en fait, tout ce travail qui va devoir être fait, et c'est là que les régions et les provinces sont très importantes, puisque ces infrastructures qu'ils vont devoir utiliser, eh bien, elles sont de la responsabilité des niveaux locaux. Donc ça veut dire qu'il faut travailler avec le niveau local également pour le déploiement. Donc c'est ce qu'on appelle le plan de support capacitaire, et ça inclut donc les ports, les aéroports, les voies ferrées, les routes, les plateformes logistiques, les ponts, mais aussi la collaboration entre les pays pour les autorisations de franchissement de frontières. Donc tout ça, c'est quelque chose qui doit être huilé, c'est une mécanique qui doit être huilée déjà en temps de paix, de manière à ce que lorsqu'on se trouve dans une situation de conflit, eh bien, nous puissions l'utiliser. Le dernier plan est un plan national de résilience qui vise à maintenir la société debout malgré le choc des attaques. Et au cœur de cette résilience, c'est la continuité des fonctions vitales. L'énergie, l'eau, la santé, les télécommunications, les transports, la finance, les chaînes d'approvisionnement, tout ce qui permet à un État et à la population de continuer à fonctionner quand elle se trouve dans une situation de crise. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur ce point-là, puisque je suis sûr que le second orateur de ce soir couvrira ce dossier. Alors vous avez remarqué que jusqu'à présent, je ne vous ai pas encore parlé beaucoup des militaires. Mais je vous ai déjà parlé de ce mot que je n'aime pas, la réserve. Et où je préfère le concept de militaire à temps partiel. Mais reprenons quand même les mots militaires de réserve. Eh bien, laissez-moi vous dire tout d'abord que dans les mots militaires de réserve, c'est le mot militaire qui est important. Aujourd'hui, quelle que soit la source par laquelle un militaire est rentré à l'armée, au moment où il est militaire, on ne va plus faire la différence entre quelqu'un qui a fait l'école militaire, quelqu'un qui a été recruté sur diplôme ou quelqu'un qui est rentré dans la défense via la réserve. Ce qui compte, c'est de voir quelles sont les compétences que nous avons et est-ce que nous disposons de quelqu'un avec ces compétences ? Est-ce qu'on peut l'engager ? Voilà les choses qui sont importantes déjà aujourd'hui et qui le seront encore plus à l'avenir. Donc le modèle de réserve comme on l'a encore connu, et probablement que dans la salle il y a des gens qui ont fait leur service militaire, mais qui alors étaient une fois rappelés 7 jours, 2 ans après qu'ils avaient été démobilisés. Et puis pour ceux qui restaient dans la réserve, on disait si vous venez 7 jours par an, vous pouvez rester dans la réserve, il faut rester dans la réserve entraînée. Eh bien ce modèle ne tient plus. Ce modèle aujourd'hui est tout bonnement impossible. Pourquoi ? Parce que la guerre a changé et que dans un environnement hybride complexe, on ne peut pas s'improviser militaire ou du jour au lendemain ou dire qu'on est militaire parce qu'on a appris à tirer avec un fusil. Donc, si un réserviste aujourd'hui n'est pas suffisamment formé et entraîné, s'il ne connaît pas à l'avance la mission qu'il va recevoir, s'il ne s'est pas entraîné pour cette mission en temps de paix, on n'est plus en temps de paix, il ne pourra pas s'intégrer dans un système militaire. Et donc, à ce moment-là, il va devenir une tare plutôt qu'un avantage pour les unités où il va se retrouver. Donc, l'enjeu n'est pas seulement le nombre de réservistes qu'on va avoir, mais la qualité de leur intégration et leur capacité de passer rapidement d'un travail dans la vie civile à un travail militaire. Mais ça va encore plus loin que ça. Un autre changement, c'est qu'aujourd'hui, il y a certaines compétences qui sont
fondamentalement ancrée dans le monde civil et pas dans le monde militaire. Quand on regarde la logistique des soins de santé, nous n'avons plus de grands hôpitaux militaires. Ce sont les hôpitaux civils qui s'occupent des militaires, en grande partie. Nous avons la gestion des ports, la gestion des aéroports, le réseau ferroviaire. Tout ça, ce sont des compétences qui reposent largement sur la vie civile et qui sont pourtant indispensables aux militaires. Alors pour moi, c'est très simple. Il faut que beaucoup de gens qui travaillent dans ces domaines soient également militaires de réserve et puissent apporter ces compétences à l'armée au moment où elle va en avoir besoin. Donc, cette réserve, elle doit devenir une espèce de pont structuré entre deux mondes. Et il y a des pays européens comme la Suède où ce modèle fonctionne déjà. Où déjà on a cette osmose qui existe entre le monde civil et le monde militaire. Je ne veux pas que tout le monde devienne militaire. Non seulement parce qu'il y a des gens qui peut-être ne seraient émotionnellement ou physiquement peut-être pas capables de l'être, mais il me faut des gens, des non-militaires qui continuent à faire fonctionner les pays, parce que si les pays ne fonctionnent plus, ben les militaires ne peuvent plus fonctionner non plus. Donc, mais par contre, on va quand même avoir besoin de beaucoup plus de gens qui ont une formation militaire. Alors pas nécessairement pour aller monter la garde devant des infrastructures critiques, mais des gens qui sont passés par l'armée et qui sont restés pendant un certain temps, j'ai envie de dire qu'ils sont câblés un petit peu différemment. Quand ils vont faire face à des situations anormales, ou quand la routine ne fonctionne plus, eh bien, ils vont avoir ce réflexe de l'organisation pour voir comment on va pouvoir travailler différemment pour continuer à faire fonctionner le système. Et donc, ceux qui veulent devenir militaires, eh bien, être militaire, ce n'est pas un statut, c'est avant tout un état d'esprit. C'est quelque part décider qu'on accepte certaines contraintes et qu'on accepte de travailler et qu'on accepte certains risques qui sont inhérents à la vie d'un militaire. Et là, je viens à ce que j'appelle un concept de carrière mixte et une porosité comme avantage stratégique entre des carrières civiles et des carrières militaires. Pour moi, un militaire peut très bien, à un certain moment de sa carrière, aller travailler 3 années ou 4 années dans une société dans le civil, y acquérir d'autres compétences, et puis je lui ferai un pont en or pour qu'il revienne à la défense et qu'il fasse profiter la défense des compétences qu'il a acquises dans le civil. Inversement, quand j'ai un informaticien spécialisé en cybersécurité dans une grande société informatique, eh bien, je veux à un certain moment pouvoir l'utiliser pendant 1 an, 2 ans, mais puis je veux surtout qu'il retourne dans son entreprise pour continuer sa formation, parce que sinon, s'il reste trop longtemps chez moi, sa connaissance va être obsolète et il sera encore toujours bon à tenir un fusil en main, mais il ne nous apportera plus sa plus grande compétence qui est sa connaissance informatique. Donc vous voyez où je veux en venir. Pour moi, que ce soit un civil qui décide à un certain moment de devenir militaire, ou que ce soit un militaire qui décide à un certain moment d'aller acquérir d'autres connaissances ou d'explorer une autre partie dans le civil, mais je trouve que c'est très bien. Et plus il y aura de gens qui auront fait ce genre d'exercice et qui seront passés de l'un à l'autre, eh bien, plus en fait notre société deviendra résiliente. Parce que dans un groupe, même dans une entreprise civile, le jour où ça va aller mal, ben, de manière tout à fait spontanée, les gens avec l'expérience militaire vont se mettre ensemble et vont dire, ben voilà, on va s'arranger comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, lorsque les autorités demanderont aux citoyens de s'organiser pour aider,
eh bien, on pourra compter sur des gens qui ont déjà, quelque part dans leur ADN, cette manière de faire des exercices. Et j'en arrive à une chose qui n'est pas gaie. Et si notre dissuasion échoue? Et qu'on se retrouve effectivement dans une situation de confrontation directe. Alors, vous pouvez dire, oui, mais bon, ça ne va pas arriver. Moi, je vous répondrai que l'optimisme n'est pas une stratégie. Moi, je suis militaire, je planifie pour les cas les plus probables, mais je planifie aussi pour les cas les plus dangereux. L'Ukraine nous a rappelé toute l'horreur de la guerre, les destructions, les traumatismes, l'épuisement moral et industriel, mais elle a aussi montré qu'une société tout entière peut soutenir l'armée dans la durée. Ça suppose des stocks, de la logistique, de la continuité de l'État, mais aussi des citoyens engagés, formés et entraînés à continuer le travail en situation de crise. La défense d'un pays n'est donc pas celle où tout le monde prend les armes, mais il faudra de toute façon beaucoup plus de gens qui ont une expérience militaire à la base. Et pour les militaires qui combattent, les leçons de l'Ukraine sont sans appel. La qualité de la formation militaire et l'expérience acquise au cours d'exercices augmentent significativement les chances de survie. Plus de survivants, moins d'attrition, plus de capacité à tenir dans la durée. C'est simplement une réalité mathématique. Et pendant ce temps, les hôpitaux doivent absorber les blessés, les réseaux d'électricité et de gaz doivent continuer à approvisionner les citoyens, les trains doivent continuer à rouler. Vous savez qu'en Ukraine, les trains roulent et ils roulent à l'heure. Hein. C'est incroyable, mais donc ça veut dire que ces infrastructures continuent à fonctionner. Et tout ça ne peut fonctionner que si les citoyens connaissent d'avance leur mission et qu'en cas de crise, ils y ont été entraînés. J'espère ne pas avoir été trop long. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, après le cadre général de la défense, donc ici, moi, je vais vous exposer toute la partie plus civile. Donc, quel est le rôle exactement pour le citoyen? Petite image contextuelle. Première question que je voulais vous poser, c'est, selon vous, ici, s'il y a maintenant une inondation, quel sera le premier intervenant? Oui, vous pouvez faire une photo. Quel sera, selon vous, le premier intervenant? Est-ce que vous pensez que ça va être l'armée? Est-ce que vous pensez que ça va être la protection civile? Est-ce que vous pensez que ça va être les services de police? Est-ce que vous pensez que ça va être les pompiers? La réalité, c'est que non, le premier intervenant, ça va être vous, ici, dans cette salle. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Les premières réponses sont évidemment claires. Vous pouvez indiquer une porte de sortie, vous pouvez donner une bonne information, plein de choses que les citoyens peuvent faire dès les premiers instants d'une crise. Qu'est-ce qu'on constate en situation de crise? C'est que le citoyen, toute personne qui gère des crises, mais le citoyen en particulier, qui n'est pas un professionnel de la gestion de crise, passe par 3 étapes. Première étape, quand il y a une crise, c'est la période de déni. On se dit, le cerveau est fait pour le retour le plus rapidement possible à la normale. On nie la situation. Il y a toutes des études qui ont été faites par rapport aux attentats qui ont eu lieu aux États-Unis. Et directement, quand les tours se sont effondrées, il y avait toute une espèce de sidération. Donc la première étape, c'est le déni. La deuxième étape, quand vous êtes en crise, donc par exemple ici, il y a une inondation, vous allez d'abord nier, l'eau monte, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est une canalisation, est-ce qu'il y a un problème? Deuxième étape, c'est la concertation. Vous allez discuter. Souvent, les premières discussions sont avec votre entourage proche, avec votre famille. Vous allez téléphoner, vous allez parler, peut-être avec les gens ici autour de la salle. Et la troisième partie, c'est l'action. Il va y avoir en fait un phénomène qui s'appelle une espèce de solidarité spontanée entre vous, où dans les catastrophes, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les citoyens s'entraident. Les inconnus deviennent un groupe face à la crise. On dit toujours que la crise, c'est du chaos sur le chaos, mais il y a aussi une organisation naturelle qui se fait de la part des citoyens. Et le paradoxe qui est persistant,
c'est que malgré cet élan de solidarité et de cohésion, on voit que les citoyens sont très rarement intégrés dans les dispositifs de gestion de crise. On voit toujours, et nous les premiers, les responsables de gestion de crise, les citoyens comme un problème en crise. Et en fait, maintenant, le paradigme a changé, on voit les citoyens comme un élément de la réponse. Et donc, c'est tout le défi de gérer une capacité organisée et de structurer cette énergie citoyenne pour renforcer la résilience sur le territoire. Donc, nous avons eu toute l'explication de qu'est-ce que la résilience, donc je serai beaucoup plus bref. La résilience, c'est un concept qui a été adopté en Belgique, aussi bien par la stratégie de sécurité nationale que par le plan national de résilience qui a été présenté. Donc, qu'est-ce que la résilience? C'est un ensemble cohérent de mesures de protection et de réactions qui sont prises afin de garantir le fonctionnement continu de la société et protéger ses valeurs fondamentales face aux crises majeures. Ça, c'est la définition de la stratégie de sécurité nationale. Mais évidemment, nous sommes à Bruxelles, et en région bruxelloise, nous avons aussi nos spécificités. Donc, comment on a traduit la résilience en région bruxelloise? On l'a traduit avec plusieurs axes. Premier axe, l'innovation. La résilience, pour moi, doit aussi profiter des nouvelles technologies, des avancées de l'intelligence artificielle, de tout ce que maintenant le futur nous amène. Communication, un des points pour moi majeurs, c'est en crise, c'est communiquer le plus rapidement possible vers le citoyen. Et qui pourra communiquer le plus rapidement le citoyen? C'est nous, mais c'est aussi vous, entre vous, qui pourrez donner la bonne information, ne pas relayer une fake news, ne pas relayer une fausse information. Pour moi, c'est essentiel. Il y a tout ce qui est ingénierie sociétale, donc ça, c'est la participation citoyenne que je vais vous expliquer après. Les partenariats en gestion de crise très important, partenariat public-privé, partenariat avec des associations, partenariat entre administrations elles-mêmes, et enfin, la réactivité, ça c'est essentiel. Donc la participation citoyenne en région bruxelloise, en fait, d'où cela vient? Nous avons un Parlement francophone bruxellois qui a fait des recommandations sur le fait qu'il faut beaucoup plus impliquer les citoyens en gestion de crise, mais nous avons aussi le livre blanc qui a été fait par le gouverneur Schmitt. Donc ça, c'est un livre qui est tout à fait libre de droit et qui est présent sur Internet. Je vous conseille de le lire. C'est vraiment le livre qui explique quel est l'avenir de la gestion de crise pour tout notre pays. Et une des recommandations, c'est justement ce qu'il explique, c'est le fait de beaucoup plus intégrer le citoyen dans les mécanismes de gestion de crise. Donc, il explique le développement de la culture du risque au niveau des citoyens, l'intégration, comme je l'ai dit, dans la réponse globale, de dire qu'il faut intégrer les citoyens par rapport aux services de sécurité et de secours, avoir une reconnaissance légale aussi pour les citoyens, que nous n'avons pas encore maintenant en gestion de crise, et la fin du modèle top-down, c'est-à-dire nous décidons et les citoyens exécutent. Maintenant, la réalité de la société, du fonctionnement, n'est plus comme ça. Alors, à Bruxelles, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place un modèle qui s'appelle BruResponse, que certains ici dans la salle connaissent. Je vous passe un petit film avec quelques éléments. Si on entend du son, ça c'est monsieur de la technique. Ah ben voilà. L'innovation au cœur de la gestion de crise. Il faut s'adapter à tout. Temps de s'initier à la gestion de crise. Oui. Voilà. Inondation, coronavirus, guerre en Ukraine, les Bruxellois ont très rapidement démontré leur volonté d'agir et d'aider. Mais l'intervention des citoyens doit être organisée afin d'éviter de créer du chaos dans le chaos. Safe.Bruxelles assure quotidiennement la prévention et la sécurité dans la région de Bruxelles-Capitale, lance le programme BruResponse afin d'impliquer les Bruxellois à la gestion des crises. BruResponse entend promouvoir la participation des citoyens en leur permettant de s'initier à la gestion de crise et à sa complexité. Ensuite, les citoyens formés pourront alors participer pleinement au processus de gestion de crise. Concrètement, il s'agirait de mettre en place, en partenariat avec les communes, une réserve citoyenne qui pourrait être activée en situation de crise, comme des inondations, un accident sur un chemin de fer ou encore une fuite de gaz. Ainsi, les citoyens seraient appelés pour aider en fonction de leurs compétences. Cela passe d'apporter un repas, participer à la mise en place d'un centre d'accueil, jusqu'à soutenir la communication sur les réseaux sociaux. Nous lançons en 2023, avec les communes, des rencontres citoyennes pour parler ensemble des risques naturels ou industriels à Bruxelles, mais aussi de leurs idées pour agir et aider en crise.
Safe.Brussels et ses partenaires organisent des exercices de crise et ont pour objectif d'y intégrer des citoyens volontaires qui joueront leur propre rôle. En impliquant chacun dans cette dynamique, on peut réellement contribuer à vivre Bruxelles en toute sécurité. Donc, très concrètement, comment se passe cette initiative ? Donc, première chose, c'est un partenariat qu'on fait donc, avec les bourgmestres de Bruxelles, dont le bourgmestre de Saint-Gilles ici, qui est un des partenaires de ce beau projet BruResponse. On fait des rencontres citoyennes, c'est-à-dire que pendant des soirées, avec le bourgmestre, mais aussi avec le commandant militaire, le responsable des pompiers, le responsable de la police, le responsable de la protection civile. En fait, on se présente devant les citoyens qu'on invite et on leur explique les grands principes de la gestion de crise. Les numéros d'urgence, le système BiAlert sur lequel vous pouvez vous inscrire pour avoir des messages, ce sont des soirées d'information. Pour moi, c'est essentiel qu'on fasse ça ensemble parce que la gestion de crise, c'est une chaîne. On n'est jamais seul quand on gère des crises, donc on est tous là pour répondre et pour pouvoir échanger. À la fin de la soirée, on vous dit, si vous souhaitez, vous pouvez venir nous rejoindre dans une réserve de sécurité civile. Deuxième moment, on vous invite alors pendant une journée avec chez les pompiers de Bruxelles, au SIAMU, où alors là, il y a une formation qui est une formation, plutôt information, soyons corrects, une formation plus importante qui est donnée, où on explique de manière plus importante comment fonctionnent les services de sécurité en secours, mais aussi quel va être le rôle des citoyens quand ils seront appelés en gestion de crise. Troisième étape, on invite les citoyens à participer à un exercice de grande ampleur. Donc moi, dans ma responsabilité de gouverneur, je dois faire des grands exercices une fois par an où on met plusieurs centaines de personnes sur le terrain. Donc on a fermé la gare centrale où on a fait toute une prise d'otages dans les voies pendant la nuit. Il y a quelques mois, on a fermé le tunnel, ici le tunnel Béliard, et on a simulé l'évacuation du Juste Lips, où il y a les réunions des chefs d'État. Et d'habitude, en fait, on prenait des réservistes de l'armée pour jouer les volontaires. Alors, les réservistes de l'armée, on leur dit, vous allez à gauche, ils vont à gauche, vous allez à droite, ils vont à droite. La réalité de la gestion de crise, ce n'est plus du tout ça. Vous allez dire aux citoyens, vous allez à gauche, ils vont aller à droite, ils vont mettre sur les réseaux sociaux qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'ils doivent aller à gauche, à droite, enfin voilà. Donc moi, je souhaitais vraiment que nous, en tant que responsables, on s'exerce et on soit nous-mêmes challengés et nous-mêmes mis en difficulté par ce qui se passe. Donc maintenant, quand on invite nos collègues de BruResponse pendant les exercices, ils doivent parfois rester des heures bloqués dans un train, ils ne sont pas contents. Et ça, c'est aussi la réalité de la gestion de crise. Moi, je souhaite aussi qu'il y ait, peut-être des gens qui ont des problèmes de mobilité. Enfin, voilà, c'est toute la réalité aussi, quand on devra gérer des crises, qu'on doit tenir en compte. Et c'est pour ça que maintenant, on met des volontaires et on ne met plus des réservistes de l'armée dans nos exercices. Et la quatrième fois, en fait, ces citoyens volontaires, ils travaillent aussi avec nous pour des événements. Donc, par exemple, à Montgomery, il y a certains volontaires qui ont aidé pour faire, on appelle ça, la fonction d'hospitality pour guider pendant les 20 km de Bruxelles. On voudrait aussi que nos citoyens volontaires aillent peut-être dans les écoles pour former à la culture du risque. Enfin voilà, c'est tout un process qu'on essaye de mettre en place. Donc voilà, maintenant on a 11 communes sur 19 qui font partie de ce projet. On a vu plus ou moins 1000 personnes depuis qu'on a commencé pendant les soirées, comme ici, où on explique les principes de gestion de crise. Vous voyez, on a les différentes communes et il y en a plus de 300 personnes qui ont été formées et qui font partie maintenant avec nous de ce programme BruResponse. Donc, évidemment, on n'a rien inventé en Belgique. Il y avait déjà ces initiatives citoyennes qui existaient dans d'autres pays. On a fait la première journée internationale ici au mois d'octobre avec 2 autres de mes collègues, le gouverneur du Brabant Wallon et le gouverneur du Luxembourg, qui eux-mêmes ont initié le même projet, la participation citoyenne à la gestion de crise. Et on avait invité aussi des Québécois, des Français, des Luxembourgeois qui ont eux-mêmes des réserves. Parce que pour moi, ce qui était essentiel, c'est que les personnes qui sont dans le projet bruxellois puissent rencontrer aussi des Luxembourgeois. Enfin voilà, on apprend toujours de manière collective en pouvant échanger. Et ce qui est important pour moi aussi sur ce projet, c'est quelque chose qu'on construit ensemble. On n'a pas toutes les réponses. On a aussi des retours des citoyens qui nous orientent pour le projet. Donc voilà, pour moi, c'est une vraie richesse. Et vous allez voir dans le dernier film que je vais vous présenter, il y a un des grands responsables français de ce projet qui disait « Une personne sur 10 a envie de s'engager si on y met les conditions ». Pour moi, c'est quand même essentiel. Je vous passe, monsieur, pour la technique. J'appuie et ça va fonctionner. On va voir. C'est un peu une magie.
Maintenant, vu que les crises sont de plus en plus longues, complexes, interconnectées, systémiques, alors on a vraiment besoin des citoyens. Et maintenant, les citoyens sont une partie de la réponse. C'est avec mes services et aussi avec les deux autres collègues, le gouverneur du Luxembourg et le gouverneur du Brabant wallon, qu'on organise cette journée sur la participation citoyenne à la gestion de crise. On fait vraiment ces initiatives pour apporter une plus-value à notre vision de la gestion de crise. Et puis ça permet d'échanger et de créer des réseaux internationaux. Donc ce sont des journées hyper importantes pour nous. La priorité, c'est de continuer les formations et de continuer la préparation. Pour nous, c'est très important de venir s'enquérir les développements qui se font en Europe, les enseignements, les renseignements qu'on peut venir tirer. Certains groupes ici, donc comme Save Bruxelles et aussi les réserves communales en France, ont déjà un pas d'avance sur nous. On observe qu'une personne sur 10, naturellement, si on y met les conditions, a envie de s'engager. Le message qu'on veut leur faire passer, c'est que ces citoyens sont là pour nous aider et nous, on est là pour les former. C'est de leur dire qu'ils sont essentiels et qu'ils sont nos ambassadeurs. On a besoin qu'ils diffusent cette culture de risque. On voit surtout qu'il y a beaucoup de motivation. C'était pas du tout statique, c'était très dynamique. Je sors de cette journée avec l'esprit qui bouillonne. Cet échange pour moi est essentiel. Ces moments de partage font partie de la préparation et sont donc essentiels. On espère qu'il y aura une journée en 2026. La deuxième, c'est la confirmation qu'on ne s'est pas trompé. Avec nos collègues ici qui viennent des délégations étrangères, l'idée c'est de faire grandir le projet et qu'on puisse participer et échanger surtout de plus en plus avec d'autres délégations. Voilà, merci de votre attention. Bien, merci à tous. Je ne sais pas si on m'entend clairement quand je parle. C'est bon pour tout le monde? Oui, parfait. Merci pour les deux exposés très éclairants, mon commandant, Mme Lavaux. La première question que je voudrais peut-être poser, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, je pense, d'un débat comme celui-ci sur le rôle des citoyens par rapport à la défense. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui ont dû entendre parler de l'initiative du gouvernement à l'attention des jeunes qui allaient devenir majeurs dans l'année et qui ont reçu une lettre pour les inviter éventuellement à s'engager à la défense. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question de l'opportunité du retour du service militaire. Vous avez parlé, mon commandant, du rôle de la résilience dans la défense et donc évidemment du rôle des citoyens. C'est une question pour tout le monde évidemment, mais en quoi est-ce que le retour d'un service militaire serait opportun et en quoi est-ce que ça renforcerait ou pas la résilience de la société? J'avais déjà peur que nous étions l'objet d'une cyberattaque. Bien, comme je l'ai dit pendant mon exposé, moi je ne suis pas quelqu'un qui veut donner un fusil à tout le monde, précisément parce que j'aimerais bien que certains citoyens puissent aussi s'engager dans le projet de Madame la gouverneure. Et puis, de toute façon, pour le moment, nous n'avons pas un déficit de gens qui veulent venir à la défense. Notre problème aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'avoir les infrastructures, les capacités de formation et d'avoir la possibilité d'absorber le nombre de militaires qui veulent ou de militaires de réserve qui veulent s'engager. Nous avons ouvert 500 places pour cette année-ci, mais ce n'est pas beaucoup. On veut faire peut-être le double l'année qui suit, mais quelle est notre limitation? C'est qu'aujourd'hui, notre limitation, c'est que pour former ces gens, on a besoin des instructeurs. Et pendant que ces instructeurs sont en train de faire du travail pour épauler la police parce qu'il y a une menace terroriste, mais ils ne sont pas en train de former des autres militaires. Nous en sommes là. C'est qu'aujourd'hui, quand on nous demande des militaires pour faire autre chose que du travail de militaires, eh bien, ces militaires ne sont pas en train de former les nouveaux militaires. Donc, il y a suffisamment de gens aujourd'hui qui veulent s'engager. Si nous arrivons un jour à la constatation que nous avons un déficit et que nous avons besoin de plus de gens pour faire le travail militaire, eh bien là, nous n'aurons plus d'autre choix. Alors, on ne va pas parler de réinstaurer parce qu'il n'a jamais été supprimé, le service militaire. Il a été suspendu. Son application a été suspendue, mais dans les lois, il n'a jamais été supprimé. Donc, est-ce que nous pouvons exclure aujourd'hui qu'un jour on doive revenir à une conscription? Eh bien non, on ne peut pas l'exclure. Il faut se préparer aussi à ce scénario-là.
mais j'espère qu'on pourra l'éviter et qu'il y aura justement, grâce à cette osmose entre la vie civile et la vie militaire, suffisamment de gens qui font le choix aussi d'avoir une formation militaire. Merci beaucoup, Madame Lao. Merci, je voudrais enchaîner sur une thématique qui est un peu liée, mais qui va peut-être faire écho à ce que vous avez dit par rapport au rôle des réservistes dans la gestion de crise. Quand je suis entré à la Défense, je suis entré par la coopération civilo-militaire, et à l'époque, on nous enseignait que la coopération civile-militaire, c'était applicable en dehors de la Belgique, mais pas en Belgique, en tout cas dans la doctrine militaire belge. Donc évidemment, avec ce que vous avez dit tous les deux ce soir, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on devrait revoir la doctrine de coopération civilo-militaire belge pour en fait en faire également un outil dans le cadre de la gestion de crise. Est-ce que vous voyez, vous, des opportunités autres que d'avoir des réservistes qui obéissent à vos ordres docilement, comme ça a été bien souligné, dans des événements comme ça? Oui. En matière de gestion de crise, en fait, il y a un principe organisationnel qui s'appelle les disciplines. Et donc, on a voilà, les différentes disciplines, c'est-à-dire on a les pompiers qui travaillent avec nous, on a les acteurs de la santé publique, on a la police, on a la protection civile, mais on a aussi l'armée. Et donc, l'armée nous aide en matière de gestion de crise comme un des partenaires. Donc, la coopération civilo-militaire en matière de gestion de crise, pour nous, elle existe déjà. Très bien, c'est une bonne nouvelle. Et puis, de toute façon, elle fait partie intégrante des 3 plans dont je vous ai parlé. Où en fait la défense prend l'initiative pour le plan de défense, bien entendu, puisque son nom le dit, mais également pour le plan de support capacitaire. Mais par contre, c'est au niveau de la gestion de crise civile que se développe le plan de résilience. Mais bien entendu, comme j'ai dit, ces trois plans ne fonctionnent pas en vase clos. Il faut prendre les cercles concentriques. Le cercle de la société, c'est le plus grand cercle, parce que c'est lui qui va faire fonctionner tout le reste. Il faut que la société continue à fonctionner. Et la société, pour qu'elle continue à fonctionner, il faut que les citoyens s'en occupent. Sans ça, il n'y a pas moyen de faire fonctionner ce que j'appelle l'enablement, donc les supports que nous avons besoin. Si les chemins de fer ne fonctionnent plus, nous, on ne sait plus transporter nos chars. Si les sociétés de distribution d'eau ne distribuent plus d'eau, nous, on aura un problème aussi. Et donc, ça veut dire qu'on va compter sur ce deuxième cercle concentrique. Et nous, on se trouve au centre, on est les moins nombreux. Et nous, on va faire le travail de défense militaire. Mais donc, en fait, cette interdépendance, nous, si on ne fait pas notre travail de défense militaire, eh bien, la société, d'abord, les infrastructures ne fonctionneront plus, et puis après, la société ne pourra plus fonctionner non plus. Mais dans l'autre sens, c'est vrai aussi. Donc, cette interaction existe déjà. Je crois que nous sommes d'accord. Merci beaucoup. C'est lié à la question du service militaire, mais vous avez parlé des modèles scandinaves dans la question de ce qu'ils appellent là-bas la défense totale. Il y a une option alternative, mais qui est peut-être liée aussi à un peu plus de résilience en matière de gestion de crise. C'est l'idée d'avoir un système dual avec un régime de service militaire et de service civil, où les gens seraient obligés une partie de leur vie à prester un temps de travail dans les hôpitaux, dans l'industrie, dans quelque chose de structurel, dans ces questions-là. Qu'est-ce que vous pensez de ce système-là, de cette opportunité d'aller vers un système à la Suisse, par exemple, où chacun devrait consacrer 6 mois, 1 an de sa vie à une infrastructure critique pour la société? Mais en ce qui me concerne, tout ce qui va dans la préparation, l'amélioration des connaissances des services de sécurité et de secours, l'amélioration des principes de gestion de crise, l'amélioration de la bonne diffusion de l'information, c'est essentiel. Peu importe que ce soit pour moi le modèle scandinave ou autre, à partir du moment, et pour moi c'est essentiel, parce que qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans l'avenir, les crises, elles vont être de plus en plus compliquées, de plus en plus longues à gérer, mais que ce soit des crises, allez, s'il y a un conflit armé, il va y avoir des conséquences au niveau civil. Donc pour moi, l'essentiel pour le moment, on ne sait pas ce quoi
de quoi l'avenir nous réserve. Les crises vont être très compliquées. Et pour moi, ce qu'on doit se préparer, c'est vraiment, on doit se préparer à l'incertitude. Et donc, ce sont des principes de base sur lesquels on doit tous être bien alignés. Chacun doit être préparé, bien comprendre les instructions qui seront données, mais que ce soit par des autorités civiles ou par des autorités militaires. Ne pas relayer les fausses informations. Enfin, maintenant, allez, on voit quand même, je pense que tout le monde connaît ça ici, tout le principe des deepfakes. Ce sont des petites vidéos que chacun peut faire très rapidement. Et on a vu que lorsqu'il y a eu l'événement en Jamaïque, donc il y a eu quand même toute une tornade, en fait, il y avait des vidéos qui étaient tellement réalistes. À un moment, l'aéroport de Kingston a été inondé. C'était tout à fait faux. C'était des vidéos qui avaient été générées par intelligence artificielle. Par l'intelligence artificielle, on s'est effacé maintenant le petit logo qui dit que ça a été généré par intelligence artificielle. Donc, vous vous retrouvez à Kingston, soi-disant l'aéroport est inondé. Absolument pas. Après, il y a des vidéos comme ça, sont très drôles. Il y a des requins dans des piscines d'hôtel. Tout ça est très, très drôle. Il y a peut-être même des surfeurs. Il y avait des surfeurs qui faisaient du surf. Voilà. Mais la réalité, c'est qu'il y a toute une analyse qui a été faite quand ça va se dérouler. C'est-à-dire que les centrales des services de secours vont être complètement inondées d'appels, de se dire, voilà, tel aéroport a été inondé. S'il y a une vidéo comme quoi il y a une inondation ici, il va peut-être y avoir des dizaines d'appels, or qu'il n'y a absolument rien ici. Et donc, c'est l'important pour moi, c'est essentiel de développer l'esprit critique de chacun et de justement ne pas relayer ces fausses informations. Ici, il y avait même la ministre de l'Information en Jamaïque qui, elle, a fait une interview pour dire il faut arrêter avec ces vidéos. On ne s'en sort déjà pas de la gestion en elle-même de ça. Et donc, pour moi, ça, c'est une responsabilité citoyenne. Alors, vous avez utilisé un mot important. Une société où les citoyens sont obligés. Où ils sont obligés de faire quelque chose. Alors, je pense que nous savons, et c'est un militaire qui vous le dit, qu'on ne travaille pas bien quand on est obligé. Donc, ou bien, il faut avoir un support suffisamment grand dans votre population, et il faut que votre population soit vraiment convaincue de la nécessité. Et alors, à ce moment-là, c'est la population qui va vous demander d'organiser l'effort. Et là, vous pouvez dire à un certain moment, ben voilà, toi, ta responsabilité, ce sera de faire ça. Et si une crise survient, c'est là que tu dois te rendre et c'est ce travail-là que tu dois faire. Et donc, cet élément de coercition est quelque chose qui peut venir en deuxième cas. Mais le plus important, c'est en fait le sentiment du citoyen. Et alors, moi, je vais commencer, et je rappelle, je m'exprime à titre individuel. C'est recommençons par mettre un cours d'éducation civique dans les écoles. Apprenons de nouveau à nos enfants à connaître nos institutions, à comprendre le fonctionnement démocratique d'une société, et insufflons à une nouvelle génération le sens de l'engagement citoyen. Vous pouvez compter, comme ça a été fait en Ukraine, sur l'initiative citoyenne, et elle a très très bien fonctionné, l'initiative citoyenne en Ukraine. Mais nous, ça fait très très longtemps que nous n'avons plus eu de situation où on demande aux citoyens, où on oblige les citoyens à faire quelque chose. C'est l'État. J'ai un problème, c'est la police qui s'en occupe. J'ai un nid de guêpes, c'est les pompiers qui vont venir. J'ai une inondation dans ma cave, j'appelle les pompiers. Et on n'a plus cette sensation que c'est à nous, avant tout, de trouver des solutions. Donc, commençons par les cours d'éducation civique. Merci beaucoup. Très bonne transition avec mon point suivant, qui je pense qu'il y a des éléments dans ce que vous avez dit par rapport à l'esprit critique qui rebondit aussi sur ce sujet. Je me demandais quel était votre point de vue sur le rôle de l'enseignement et en général de la formation et de l'éducation dans la préparation des citoyens à la résilience, que ce soit en matière de défense, en matière de gestion de crise et de sécurité. Et en fonction de ce rôle-là, qu'est-ce que vous verriez comme devant être une amélioration, une modification à faire dans notre système éducatif qui pourrait contribuer à ça? Pour moi, ce qui est essentiel, c'est de former les jeunes justement à tout ce qui est les risques, l'analyse de risque. Donc nous, ce qu'on voudrait justement avec notre projet là, BruRespond, c'est pouvoir former des gens qui font partie de notre réserve, leur donner une formation pour pouvoir aller dans les écoles.
La Croix-Rouge fait par exemple le brevet des premiers secours. Enfin, voilà, ça c'est essentiel. Si déjà tous les jeunes avaient le brevet des premiers secours, et le brevet des premiers secours, c'est aussi faire attention à l'autre, parce qu'on voit que dans les crises majeures, allez, comme je le disais au tout début, avec voilà, une image qui avait été générée pour un peu interpeller, mais c'est de dire, c'est aussi peut-être en secours, aider quelqu'un qui est à côté de vous, l'aider pour sortir. Enfin, c'est ça aussi qui est essentiel en gestion de crise. Et alors, comme vous le dites très bien, on attend toujours tout des autorités, mais le premier responsable, c'est soi-même, hein. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. Mais on a des initiatives. Hein. Vous avez tous entendu parler de cette filière pour l'enseignement secondaire où on prépare les jeunes au métier de la défense et de la sécurité. Et je crois que l'enseignement a un rôle à jouer. Et pour des jeunes qui se destinent à aller dans la direction d'un métier de sécurité, je ne vois aucun problème à intégrer une formation spécifique, parce que il faut inclure alors dans leur apprentissage le cadre moral et le cadre éthique dans lequel ils vont évoluer. Si vous avez quelqu'un qui intrinsèquement a envie de devenir militaire, mais quand vous êtes jeune et que vous avez 16 ans, ce que vous imaginez être le travail d'un militaire n'est peut-être pas ce que la société a envie que vous fassiez au moment où vous allez devenir militaire. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de militaristes qui soient des bons militaires. C'est impossible. Donc, il faut inclure l'élément éthique. Mais moi, je n'aime pas l'idée. Je n'ai pas envie de voir un gamin de 15 ans ou de 16 ans défiler dans les rues avec un fusil sur son épaule. Je pense que l'histoire nous a suffisamment démontré que ce n'est pas la bonne approche à avoir et qu'il faut avoir un encadrement moral fort pour que les gens qui viennent à la défense comprennent ce qu'est le métier d'un militaire, avec tout ce que ça comporte et avec tout ce que ça comporte aussi comme risque de dérive à partir du moment où on donne à quelqu'un une parcelle d'autorité. Merci beaucoup pour ces réponses très complètes. J'ai une question un petit peu polémique, pas polémique, mais qui nous fait un petit peu dévier de la question de l'enseignement. Madame la gouverneure, vous avez parlé des deepfakes récemment. Vous avez parlé, mon commandant, de tout ce qui était guerre cognitive du point de vue russe, mais aussi d'autres acteurs. Est-ce que vous pensez, parce qu'on entend parfois que pour être mieux préparé, mieux armé, plus résilient face à la guerre cognitive, il faudrait limiter les capacités d'expression, la liberté d'expression, qu'on devrait davantage contrôler les médias, davantage contrôler les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut concilier une meilleure résilience contre la guerre cognitive et préserver les libertés démocratiques? Est-ce que vous pensez que c'est possible et si oui, comment? Ma réponse est oui. Ma réponse est oui, et non seulement on peut, mais on doit. On doit. Encore une fois, la coercition ou interdire à quelqu'un de faire quelque chose, de toute façon, ça ne marche pas. Il faut passer par l'éducation, il faut passer par les gens doivent être convaincus de la nécessité de faire quelque chose. Et un jour, j'étais sur un plateau de la RTBF et on me demandait de citer des chiffres, des moyens que la défense avait et tout. Et je dis, est-ce que vous vous rendez compte de la bêtise de votre question? Est-ce que vous croyez réellement que c'est intelligent, là, à une heure de grande écoute, où tout le monde peut l'entendre, que je vous dise combien d'hélicoptères on a qui sont prêts à décoller, combien, et peut-être vous voulez aussi les coordonnées des endroits où on a installé les batteries antiaériennes? Et là, Sacha Daoud m'a dit, non, je comprends que vous n'avez pas envie de... Mais en fait, le fait même que la question a été posée veut dire qu'il n'y a pas eu le réflexe citoyen de se dire, nous sommes responsables tous de notre sécurité et nous n'avons peut-être pas besoin d'informer les gens de ce genre de choses. Mais l'interdire, mais vous créez l'interdit, et l'être humain, quand il a un interdit, il essaye de le contourner. Donc, non, je ne suis pas pour l'interdiction. Oui, j'ai déjà dit, pour moi, un enjeu essentiel pour les années à venir, c'est l'éducation, la formation et développer l'esprit critique des jeunes. De dire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur les écrans,
tout ça n'est peut-être pas vrai, tout ça est du fake, mais ça, allez, en tant que parents, grands-parents, c'est aussi notre responsabilité, hein, de voir les images avec nos enfants, de les éduquer. Il faut passer du temps là-dessus. Hein. Il ne faut pas se dire, oui, les écrans, c'est pas bien. C'est trop tard, on n'est déjà plus là. Les écrans font partie de notre vie, les réseaux sociaux font partie de notre vie. Il faut faire une éducation à ce type d'information. Par rapport à cette question des réseaux sociaux, je pense qu'un exemple que comment vous connaissez sûrement, mais on vit dans un monde, évidemment, il y a davantage de connexion entre les gens et où la jeune génération est de plus en plus interconnectée par les réseaux sociaux, ce qui entraîne parfois des problèmes de ce qu'on peut appeler l'hygiène numérique. En Ukraine, on a vu par exemple un cas où un peloton de troupes de reconnaissance ukrainiens a posté une photo d'un entraînement dans un gymnase, dans une ville en Ukraine. À l'intérieur d'un bâtiment, il y avait une fenêtre ouverte et les analystes russes ont mis 20 minutes pour localiser les 30, donc le peloton en question, et le détruire intégralement. Donc pour une photo postée sur Instagram, ça a pris 20 minutes aux analystes russes pour localiser exactement la position de ce gymnase et annihiler entièrement un peloton. Donc, et ça, c'est parce que voilà, il y a une espèce de réflexe de on voit quelque chose, on prend photo, on le poste. Et ça peut contribuer aussi à ce que vous disiez sur l'éducation aux réseaux sociaux et à la manipulation des outils numériques. Encore une fois, l'éducation est la réponse et l'intégration dans l'éducation de l'évolution des technologies. Expliquer aussi pourquoi, à un certain moment, ce qui n'était pas possible hier est possible aujourd'hui et qu'il y a des nouvelles menaces et que les choses deviennent différentes. L'apprentissage à reconnaître, par exemple, les fausses nouvelles, les fake news, les deepfakes et tout. Mais vous aussi, hein, vous recevez des emails, vous recevez des phishing, vous recevez des emails de votre banque qui dit qu'il y a eu une transaction sur votre compte et que si jamais vous n'avez pas fait cette transaction, vous êtes invité à appeler un certain numéro. Et puis, peut-être qu'un jour, vous vous êtes laissé attraper. Mais aujourd'hui, moi, des emails comme ça, j'en ai 3-4 par semaine qui arrivent et j'ai le réflexe, je pousse sur le bouton forward à suspect@safeonline.be et j'ai appris à les reconnaître. Donc il faut intégrer ces nouvelles technologies dans notre éducation et là souvent ce sont nos enfants qui nous éduquent. Ce sont nos enfants qui nous éduquent et qui disent papa, fais quand même attention, j'ai été regarder sur ton profil LinkedIn. Est-ce que tu crois que c'est vraiment bien malin d'aller expliquer que tu as été déployé à un certain endroit au Congo et tout? Je dis ça juste comme ça, hein. Mais non, tu as raison. Et oui, parce que tu sais, moi, par les méta-informations sur ton profil, je sais directement savoir à quels endroits tu as été au cours de la dernière année. Je dis, ah, ok, ben, moi ça m'intéresse. Et donc, en fait, on est arrivé à un moment où on éduque nos enfants, mais nous devons accepter aussi à un certain moment que ce sont les enfants qui vont nous éduquer parce que la connaissance avance tellement vite que souvent, ils sont mieux au fait que nous des connaissances. Alors, encore un petit mot. Moi, je suis tout à fait contre l'interdiction des réseaux sociaux ou des téléphones numériques pour les enfants. Encore une fois, il faut bien les encadrer, il faut parler aux enfants, il faut qu'ils connaissent, mais il ne faut surtout pas les aliéner des nouvelles technologies. Ils ont besoin de connaître ces nouvelles technologies parce que sinon, ils vont se faire ratiboiser par les enfants des ennemis dans la prochaine génération qui, eux, auront appris à utiliser ces moyens. Merci beaucoup. On va devoir terminer, hélas, cette merveilleuse soirée. Donc, je voudrais d'abord remercier très chaleureusement Madame la gouverneure de sa participation et mon commandant pour vos deux exposés vraiment très enrichissants. Je remercie également l'Académie, le Collège Belgique, l'IRSD et le Mini Club de leur entente cordiale et fructueuse pour cette conférence et bien sûr la participation active de l'assistance et de l'auditoire. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée et une belle suite de ce cycle de conférences. Merci beaucoup.